rapidement, Rana Farage, je suis conseillère stratégique au DGA responsable de l'accès, services de proximité et effectifs médicaux, toujours mieux la deuxième fois. Je suis au ministère depuis déjà, mon Dieu, 20 ans, donc voilà, j'ai fait quelques endroits et depuis 2013 autour des services de première ligne. C'est une direction qui me stimule beaucoup, donc ça me fait plaisir aujourd'hui d'être la modératrice pour ce panel. Première fois comme modératrice, vous me direz après comment ça a été. Donc, pour commencer, nous avons une intervention de la part de Dr Stéphane Bergeron, sous-ministre adjoint des Affaires médicales, infirmières, pharmaceutiques, puis j'oublie universitaire qui rentre quelque part là-dedans dans l'acronyme. Dr Bergeron ne pouvant pas être des nôtres aujourd'hui physiquement, puisqu'il est retenu aux études de crédit, exercice obligatoire quand on est rendu à son niveau, il a quand même tenu à pouvoir être des nôtres virtuellement et nous aurons une vidéo de sa part qui a été préenregistrée. Donc, nous débutons avec ça. Bonjour, je suis Stéphane Bergeron, sous-ministre adjoint à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques. Je vous remercie d'être présent et au cours des prochaines minutes, je vous convie à discuter et à entendre un rêve. Je vous convie à rêver sur qu'est-ce que pourrait être la première ligne du futur. En fait, il nous faut collectivement bâtir ensemble la vision future et se projeter sur ce que devra être la première ligne de demain. Pour rêver cela, il faut se servir aussi des expériences du passé. On veut évidemment avoir une première ligne qui va nous fournir un meilleur accès. Mais on a connu des améliorations quand même significatives en accès. On a vu l'importance de la pertinence dans le choix du bon service au bon moment, du bon professionnel. Et donc, on va tirer des expériences, je suppose, des gaps, et de leur filtre de pertinence et de l'orientation avec lequel on dirige les patients à partir de ces filtres de pertinence. Les gaps ont quand même permis de grandes avancées. Il y a eu plus de 237 000 références dans 16 régions et on peut en tirer des constats. À peu près la moitié, exactement 51% de ces demandes-là ont été dirigées vers un médecin. 5% par un pharmacien, 15% vers d'autres services ou d'autres professionnels, et un peu moins du tiers, 29%, finalement, n'avaient pas besoin de référence. Donc, on peut, à partir de ça, comprendre un peu mieux comment découper ou se projeter pour l'accès dans le futur. Il nous faut améliorer collectivement notre accès pour rejoindre l'ensemble de la population qui est actuellement non inscrite. Il nous faut bien comprendre les trajectoires à leur offrir et créer ces trajectoires, mobiliser les acteurs sur le terrain, valoriser l'ensemble des professionnels et développer, s'occuper du plein champ de compétences de chacun des professionnels. Puis effectivement, il nous faut évidemment travailler avec les patients, l'auto-soin, l'autogestion, parce qu'il nous faut aussi augmenter la compréhension et le partenariat avec les patients dans cet accès de première ligne. Finalement, une des choses qui est claire avec ces statistiques, c'est que l'accès de première ligne, c'est une question aussi d'inter ou de transdisciplinarité et que ça ne se repose pas sur un seul professionnel, mais sur un ensemble de professionnels. Donc, il faut identifier le bon professionnel. Mais qu'est-ce qu'en pensent les patients? Bien, ce qu'en pensent les patients de ces expériences de gap-là, c'est que malgré, c'est pas encore parfait, évidemment, malgré les délais, malgré les difficultés d'accès, que la réponse permet de répondre aux besoins du citoyen dans la majorité des cas. Et que certains citoyens, même, apprécient suffisamment l'approche des gaps avec son filtre de pertinence, avec le choix d'un professionnel ou la direction première vers un professionnel, que certains demandent même, pour ces raisons-là, à cesser d'être inscrits pour plutôt utiliser un tel filtre de pertinence. Et qu'en pensent les cliniciens? Bien, la plupart saluent l'approche d'orientation basée sur un triage, basée sur un filtre de pertinence, sur une priorisation également. Ils apprécieraient probablement et sûrement avoir des notes d'évaluation qui suivent les patients. Quels sont nos prochains défis ou notre prochain défi? Bien, vous le savez, il est grand, il est de taille. Premièrement, sur la population. Aujourd'hui, sur 8,3 millions de Québécois, il y a 6,2 millions de Québécois qui ont une inscription, un médecin de famille.
550 000 inscrits collectifs dans la dernière année. 660 000 sont sur le GAMF, ils sont éligibles au GAP, mais ils n'ont pas encore ni une inscription collective ni une inscription individuelle. Et il nous reste, au-delà de ça, encore 900 000 Québécois qui n'ont pas d'inscription et d'accès facile à la première ligne. Donc, notre défi de taille, c'est de couvrir l'ensemble des besoins de toute la population. Il y a, à travers le Québec, plus de 1000 cliniques distinctes, 1000 lieux de services de première ligne. C'est aussi un enjeu important, comment s'assurer de les mettre tous à profit et de travailler avec chacun. 14 millions de rendez-vous en première ligne. Mais relever ces défis-là, ça nous amène à des bénéfices clairs. Un meilleur accès populationnel, une meilleure réponse aux besoins des citoyens, une meilleure prise en charge et probablement un meilleur état de santé global de la population. Ça nous permet également une valorisation rehaussée pour l'ensemble des professionnels qui vont contribuer à cela, puis un système dont on pourra être fier. Et donc, je vous convie avec les membres du panéliste à nous aider à comprendre, à définir et à bâtir la vision future en première ligne. Encore une fois, merci de votre présence. Merci beaucoup virtuellement à Dr. Bergeron. Donc, j'inviterai maintenant nos panélistes à se présenter sur scène et je pourrai les présenter pour les fins de la suite. Messieurs, dames. Donc, avant de débuter officiellement les discussions du panel, je vous présente nos panélistes et nous aurons un petit moment que nous avons décidé de faire intervenir en toute dernière minute. Donc, je vous présente M. Martin Forgue, directeur général adjoint de l'accès, services de proximité et effectifs médicaux au ministère de la Santé et Services sociaux. M. Vincent Dumais, directeur des partenariats communautaires à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Dr. Emmanuelle Britton, directrice adjointe à la direction des services professionnels et de la pertinence clinique au Centre intégré de santé et services sociaux de l'Outaouais. Et enfin, Dr. Serge Durude, médecin de famille et directeur clinique à Plaquette Services cliniques. Merci beaucoup pour votre présence. Et donc, avant de débuter officiellement les discussions, j'inviterai Dr. Britton qui souhaiterait s'adresser à vous afin de vous partager de son point de vue la vision collaborative des travaux actuels entre le ministère et le réseau. Merci, Rana. Merci du moment qu'on m'octroie. Plusieurs d'entre vous, pour ceux qui me connaissent, typiquement, je ne fais pas de lecture de mon texte préécrit, mais je dois être transparente avec vous aujourd'hui. Je dois m'en appuyer, étant donné la charge émotive et l'importance du message que je souhaite vous porter avant qu'on commence avec le panel. Je m'adresse principalement à Dr. Gaétan Barrette, mais je crois fortement que ce message se mérite d'être entendu par nous, par vous et l'audience dans la salle. Parmi plusieurs d'entre vous, j'étais présente au mot d'ouverture de ce matin. J'ai été surprise par le choix de sa présence. Je ne sais pas s'il se retrouve dans la salle présentement, mais n'ayant pas eu l'opportunité au panel d'ouverture de prendre le micro et de porter commentaire ou questionnement, je tiens à remercier le ministère présentement qui m'octroie ce temps parmi vous pour me permettre de vous le partager. Donc, c'est une lettre qui s'était adressée à Dr. Barrette, mais ensuite, on va avoir une finalité. J'ose espérer, Dr. Gaétan Barrette, qu'en vous adressant à un congrès de première ligne, que vous serez en mesure de saisir l'opportunité devant vous, tel vous l'avez fait avec la presse, avec un journaliste en date du 21 mars 2023, d'admettre vos erreurs sur votre forme, comme vous dites. J'espère aussi que vous prendrez la mesure des impacts négatifs de cette forme et que vous formulerez des excuses appropriées. Le 28 novembre 2014, lors de votre conférence de presse portant sur la loi favorisant l'accès, je vous cite, Dr. Barrette, mot pour mot, vous dites « Alors, c'est un bâton qu'on voit arriver. Vous savez, un bâton, ça fait mal quand on ne le voit pas venir. Alors là, actuellement, il le voit arriver et là, il y a une décision adulte, un consentement éclairé qui doit être pris. Le bâton s'en vient, décision, j'accepte de me faire frapper ou bien donc je change mon profil de pratique. Et là, la population qui nous écoute, là, c'est ça. Ma réponse,
Moi, je suis pour les 8 millions de personnes qui nous écoutent, pas pour les 8 000 qui voient le bâton arriver. Je pense que, comme vous, parmi d'entre vous, je demeure sans mots en relisant cette citation. Étant médecin de famille, étant en position de leadership auprès de d'autres médecins de la première ligne, étant fort impliqué dans de fortes initiatives à revaloriser la médecine de famille et la première ligne, je suis au premier rang avec vous, avec mes collègues, pour constater les impacts dévastateurs eus sur notre communauté médicale, sur notre pratique, sur nous comme individus. Nous sommes encore à ce jour à traiter ces plaies, à guérir, à devoir être rassurés. Si ce n'était pas pour contribuer à ce tournant, ce post-ère Barrett et la rassurance du leadership et de la collaboration présente ici aujourd'hui, qui s'engage à ne jamais retourner vers cette forme, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je tiens à remercier Rana, Martin, à tous en première ligne, nos collaborations rassemblant notre population, notre CIS, notre DRMG et plusieurs autres partenaires en première ligne en sont des exemples concrets. Le comité ministériel de valorisation de la médecine de famille, où siègent des partenaires dont le ministère, la FMOQ, les DRMG, la FMEQ, la FMRQ, les facultés et d'autres partenaires privilégiés encore, qui est lancé en 2023, est un exemple majeur. Comme vous, je m'engage au quotidien, tant sur le terrain qu'au niveau stratégique, de veiller en tout temps à ce que l'on maintienne un discours respectueux de tous, absent de cynisme, et ce même si les opinions se divergent. C'est notre devoir et c'est cette forme que nous devons mettre de l'avant, et je vous en remercie. Donc, je m'adresse à tous dans la salle et à tous engagés comme nous pour la première ligne et pour notre population. Jamais nous ne tolérons et jamais nous n'accepterons de discours dénigrants. Traitons notre communauté de soins de santé comme nous traitons nos patients, avec dignité et respect. L'humanité et le respect parmi nous tous doivent demeurer au front chaque jour, en toutes circonstances. Je vous remercie. Merci. Merci, Manuel. Donc, je pense que ça met la table pour le chemin collaboratif que nous souhaitons prendre, entre autres dans ce panel, mais dans l'ensemble de nos travaux. Je pense que c'est un beau message et je crois que ça nous met effectivement là, bien dans l'esprit de la suite du panel. Donc, je donnerai la parole à M. Martin Fogg qui débute. Sans raison de mon âge, je préfère être debout parce que tantôt, je ne serais peut-être pas capable de me relever. L'ensemble de l'équipe est inquiète parce que j'ai en plus cet appareil, puis ils ne savent pas si je vais avancer ou reculer les diapositives. Merci pour votre présence. Et mon Dieu, ça part bien, c'est ma première diapo. Bon, OK, c'est interactif comme ça, Rana? OK. On a des besoins. Mon arrivée à la première ligne date d'à peine 4 ans environ. J'ai travaillé beaucoup en accès à la médecine spécialisée. Ce qui m'avait frappé, c'est aussi, pas qu'en médecine spécialisée, on avait beaucoup plus, c'est l'absence de données quant à la demande. Il y avait eu une initiative au niveau de la chirurgie avec un entrepôt de données qui s'appelle CIMAS qui permettait justement d'évaluer la demande, la production et l'écart aux besoins, ce qui a fait en sorte qu'on a pu initier plusieurs stratégies. Des stratégies toujours en mode solution pour permettre à notre population d'avoir un accès dans des délais plus acceptables. Alors, la médecine de famille, pour moi, c'est le même principe. Lorsqu'on a travaillé avec la FMOQ, discuté avec la FMOQ pour le branchement de l'orchestrateur, c'était vraiment pour nous permettre ensemble, avec les cliniciens, d'évaluer la demande réelle. Parce qu'on me référait toujours, la Fédération me référait toujours en disant, bien, on a la facturation, mais la facturation, c'est ce qui a été réalisé. Ça ne donne pas la demande réelle qui est acheminée par votre clientèle. Alors, on a branché les orchestrateurs,
on n'a pas encore accès aux données, mais c'est un premier pas. Le GAP qui a suivi, à la suite de l'initiative du Dr Lavoie et de son équipe dans le Bas-Saint-Laurent, nous permet d'avoir effectivement un profil de plus en plus précis de la demande. On réalise à travers les GAP qu'il y a un certain pourcentage de demandes de services pour des physiothérapeutes, pour des travailleurs sociaux. Alors, ce qu'on aura besoin, c'est d'étendre justement cette mesure, l'accès à ces données à l'intérieur de nos cliniques pour nous permettre de connaître le besoin. Il est essentiel. Si on veut, là, je suis désolé, Rana, je vais faire un pont avec l'ensemble des axes, là, mais si on souhaite vraiment développer encore plus loin l'interprofessionnalisme, on a besoin de savoir d'où provient, non pas d'où provient, mais quel est le profil, quel est le type de demande qui vous est acheminé afin d'assurer les services. Et même si la demande risque d'être plus forte pour nos professionnels, hypothèse qui se discute actuellement, ça nous permettra tout de même d'avoir l'écart aux besoins. Alors, il faut le mesurer. Je nous invite, parce que lorsqu'on parle de données, ça crée une inquiétude qui est vraiment importante. On est vraiment dans une approche de mode solution, d'accompagnement pour vraiment vous supporter dans la recherche de solutions et surtout d'offres complémentaires. La deuxième, c'est le lien, c'est la collaboration interprofessionnelle. Pas de données, bien difficile de connaître le besoin exactement au niveau de la collaboration interprofessionnelle. C'est bien reçu actuellement par la population qui utilise les guichets d'accès première ligne. Les gens ont un besoin lorsqu'ils font affaire avec le professionnel qui est en mesure de bien répondre aux besoins du patient. Bien, il y a une réceptivité là, qui est vraiment significative au niveau de la population. L'organisation administrative, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, je ne suis pas jeune, ce que j'ai constaté au cours de ma carrière, ce n'est pas que je souhaite mettre en place des mécanismes pour mettre des mécanismes. Par contre, j'ai réalisé que quand on travaille ensemble à établir des trajectoires pour justement faciliter la fluidité des demandes, que ce soit par le GAP. Je vais le mentionner, là, même s'il a peu évolué au cours des dernières années, le CRDS, qui, je le rappelle, vient quand même assurer un accès en fonction de la condition clinique. Alors, en fonction de la priorité, les demandes seront traitées. Alors, ces mécanismes-là qui ne doivent pas être multipliés, doivent être quand même mis en place, les mécanismes d'accès pour pouvoir supporter nos équipes cliniques quant au traitement des demandes et la priorisation des demandes. Alors, l'organisation administrative, pour moi, est vraiment, vraiment essentielle et nous avons besoin de poursuivre dans cette direction. Modalité de soins, bien, c'est en lien justement avec ce qui a été initié au niveau des guichets d'accès première ligne. On ne peut pas faire reposer l'entièreté de la demande sur le dos de nos médecins. On a des professionnels qui sont en mesure d'assurer les soins-services, que ce soit les pharmaciens, nutritionnistes, physiothérapeutes. Notre besoin, c'est vraiment d'aller dans cette direction-là. Et ce que je nous donne comme défi, c'est de pouvoir réaliser l'ensemble de ces axes afin d'assurer un accès à l'ensemble de notre population. Merci. Merci beaucoup, M. Ford. Donc, en gros, ce qu'on a comme invitation aujourd'hui, c'est de dire quelles sont ces leçons apprises du GAP et que nous pouvons reproduire dans les cliniques médicales. Donc, pour 75 de la population qui, elle, est inscrite et s'y adresse directement.
Dépôt de besoin, vous nous avez entendu, vous savez où est-ce que nous souhaitons nous en aller dans les principes. Les panélistes que nous avons par la suite, nous les avons sélectionnés avec soin parce qu'ils nous permettent chacun d'amener un morceau de la réponse ou du moins d'ouvrir la discussion vers les morceaux de la réponse que nous souhaitons avoir en main pour la suite des choses. Donc, j'invite M. Vincent Dumais à se prononcer. Je vais me lever, vous êtes levé, je vais me lever, je trouve ça super. Vous avez brisé la glace, merci. Bonjour à tous. Alors, on m'a présenté comme le directeur des partenariats communautaires à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, ce qui est vrai. On aurait pu me présenter aussi comme co-directeur du centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, ça aurait été vrai aussi. Mais là, on m'a demandé de réfléchir à une vision de la première ligne, donc je suis plutôt en tant que patient partenaire, donc je suis 52 ans d'expérience dans le système de santé, dont 38 ans au Québec. Alors, je me permets aussi, avant tout, de parler de cette perspective-là, puis de projeter quelques idées sur bâtir la vision du futur, qui bien entendu s'inscrit dans une logique que vous connaissez déjà, qu'on a élaborée beaucoup au Québec autour du patient partenaire, mais que je vous propose qu'on élargisse un peu plus aujourd'hui à travers différentes thématiques. Déjà en repositionnant le citoyen comme l'acteur principal de la première ligne. Je suis très attentif à tous les ateliers que j'entends ce matin, puis je vais y revenir, mais on est très orienté sur l'optimisation de l'offre. Très orienté sur l'utilisation de l'offre, mais nous, les citoyens du Québec, malades, proches, ou malades en devenir, on est les premiers acteurs de ce système, et donc je pense qu'il faut absolument le poser comme principe de base. En tout cas, c'est ce que je ferai dans le cadre d'une vision comme celle-là, ce qui amène bien entendu à une réflexion autour de nos trajectoires de vie, au-delà de nos trajectoires de soins, donc quelque chose de beaucoup plus large, qui est plus orienté sur des concepts de santé durable qu'on connaît bien. Bien entendu, puis je salue les efforts qui sont faits actuellement dans la promotion des stratégies d'auto-soins, donc la valorisation des savoirs et des compétences des citoyens en santé pour qu'effectivement rendre la demande collective plus intelligente, miser sur des parcours d'apprentissage des patients, maximiser leur capacité à différents niveaux de navigation, d'auto-soins, d'autonomisation, etc. Renforcer aussi les lignes considérer que les milieux communautaires, les associations de patients, j'en salue quelques-unes ici, font partie de la première ligne, sont des relais extrêmement importants de la première ligne de soins. Puis bien entendu, on en a parlé d'ailleurs ces dernières semaines dans le cadre des audiences à la commission pour la commission sur le projet de loi 15, donc aussi entretenir un dialogue citoyen en continu à différents niveaux, parce que la première ligne, c'est un enjeu de société autant qu'un enjeu, de système. Alors bien entendu, la première ligne doit absolument se positionner dans une logique de partenariat de soins et de services qui, je l'avoue, va un peu plus loin que les approches centrées. J'aimerais un jour qu'on puisse dépasser la question des approches centrées, être centré, je veux dire, mettre de l'interprofessionnalité avec du centré. Pour moi, souvent, ça tourne à du paternalisme à plusieurs, alors que dans cette logique de partenariat de soins, bien entendu, on inscrit le patient, sa famille, comme des acteurs de soins à part entière, donc en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, et je pense que c'est l'image qu'on devrait, en tout cas le symbole, mais le principe de base qu'on devrait mettre au cœur de cette première ligne, avec bien entendu cette question des savoirs, ces savoirs qu'on commence à mieux connaître, qui sont étudiés un peu partout dans le monde. On a souvent parlé des savoirs citoyens en santé, des savoirs patients, sans vraiment savoir de quoi on parlait. On a beaucoup parlé de savoirs expérientiels. Grosso modo, qu'est-ce que ça voulait dire? On sait aujourd'hui que c'est des savoirs cliniques, bien entendu, des savoirs médicaux, c'est des savoirs de navigation. Les savoirs de navigation, d'ailleurs, c'est ceux qu'on mobilise beaucoup quand on implique des patients partenaires dans les processus d'amélioration continue de la qualité. On vient chercher toute notre expertise en matière de navigation. On est très bon parce qu'on navigue beaucoup et on fait face à beaucoup de dysfonctionnements. Donc c'est sûr qu'on cumule beaucoup d'expertise autour de ça, des savoirs d'autogestion et des savoirs relationnels, etc. Donc c'est vraiment, ça devrait être avant tout une première ligne mobilisée autour d'une révolution aussi des savoirs, qui aussi, je dirais, s'appuie sur toutes les forces que l'on a actuellement, notamment au niveau de la santé numérique. Alors, ce que finalement je proposerais aujourd'hui à travers cette approche-là, c'est de dire, oui, effectivement, excellent, on se concentre beaucoup sur l'offre de service. Mais moi, ce que je vous propose aujourd'hui, et je pense que notre ministre l'a dit à peu près, puis Martin, vous avez fait référence aussi, moi je propose qu'on conduise des politiques publiques de première ligne en partant de la demande.
L'offre, on va pouvoir la pressuriser et la réorganiser, la réorganiser d'une certaine façon, mais on est quand même dans une croissance aussi des problématiques de santé. Alors c'est sûr qu'il y a une pression sur le système qui est importante, et certainement la meilleure façon pour arriver à une forme de décroissance de cette pression, c'est véritablement appuyer sur ces leviers autour de ce qu'on appelle de l'intelligence collective, qui sont bien entendu les stratégies d'auto-soin. Le GAP fait partie de ces stratégies-là, le 8-1-1 dont on va parler tout à l'heure, mais aussi, bien entendu, je salue la politique ministérielle sur la proche aidance. Il était temps qu'on en ait une qui va aussi renforcer cette capacité des personnes à faire des meilleurs choix, à prendre mieux soin d'eux-mêmes et des autres. Bien entendu, miser, quand j'appelle communauté physique, c'est les organismes communautaires. On a vu leur force, leur importance pendant la crise de la Covid, les associations de patients aussi, qui sont des relais notamment à l'éducation, à la santé très forts. Et puis, bien entendu, miser au maximum, et le ministère actuellement a des multiples stratégies autour de ça, sur cette capacité d'aller chercher un maximum de leviers autour de la santé numérique et des nouvelles capacités qu'elle propose. On a notamment, le ministre a fait cette annonce sur Votre Santé, c'est ça le site, qui est le portail patient qui serait éventuellement, qui va venir consolider ces savoirs citoyens. Alors on est beaucoup, encore une fois, essayons peut-être de conduire une première ligne sur une logique de la demande et peut-être d'en parler davantage dans ce type d'événement-là. On sait qu'en faisant ça, dans la littérature, dans les meilleures pratiques, on a toute une série de démonstrations aujourd'hui. On améliore bien entendu l'accès. On va aussi améliorer l'efficience clinique. On va aussi améliorer la performance organisationnelle. On va améliorer le renforcement, bien entendu, des pratiques de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et puis, finalement, conséquemment, on va mobiliser davantage les patients, les communautés et les citoyens à titre de partenaires à part entière de la première ligne et peut-être de principal acteur de la première ligne. Alors, c'est la vision que je vous proposerai de discuter aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est dur de penser après toi. Il faut que je me lève. Écoute, Vous avez créé une nouvelle... je vais essayer de me lever. Il y a quand même un truc, on ne peut pas voir nos slides si on est assis. On les voit à moitié, fait que vous auriez la moitié du message. On m'entend comme il faut? Oui, très bien. C'est difficile de passer après vous. Vous êtes inspirant, vous êtes animé, mais ça anime les réflexions. Je suis ici pour une proposition de concept. Je vous amène dans ma tête, dans ma pensée, dans mes réflexions. On m'a présenté comme DSP adjointe au niveau de la direction des services professionnels. Je suis médecin de famille, j'ai été médecin responsable d'un GMF, j'ai siégé au DRMG aussi. Et l'accès en première ligne, c'est mon dada. Le GAP en Outaouais, depuis sa conception, on en est en co-direction, en triple direction chez nous avec notre DSMC, le DRMG. Et donc, c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on développe et qui est en amélioration continue. Mais se pose la question, quoi faire avec les instances qui sont existantes présentement? Quoi faire avec les bons coups qu'on a appris avec le GAP, avec le renforcement de la première ligne que l'on vit pour répondre à tous les usagers en mettant l'usager centralement et en l'outillant. Une fois qu'il est outillé, que le savoir médical, que le savoir de navigation, il faut effectivement être en mesure de simplifier les accès. Donc, je vous pitch une proposition de concept à discuter. Je l'appelle 811 Info Santé, infirmière dédiée à la région du patient. Probablement que certains d'entre vous y ont pensé aussi. Je vous amène, j'ai aucun conflit d'intérêt. C'est l'académique dans moi, dans des PowerPoints. Je vous amène dans des visuels. Là, je vous amène en Outaouais, quand on essaie de parler avec nos médias, parler avec notre population, à dire, écoutez, il y en a de l'accès en première ligne, nos pharmaciens sont au rendez-vous, nos médecins sont au rendez-vous, nos infirmières, nos CLSC, on a une clinique 0-17 ans pédiatrique qui s'ouvre, qui est couverte par des urgentologues. Mais en passant, la clinique 0-17, là, c'est parfois par RVSQ, parfois en réorientation. On a décidé de ne pas y aller par appel. Et le GAP. Donc, si vous êtes orphelin 0-17. On a essayé, donc le message a été transmis, il est très clair, on ne se présente pas aux urgences si ce n'est pas une urgence, mais quoi faire? Et là, on arrive à développer des moyens de communication et on aboutit à une liste, une panoplie d'accès et on essaie d'accompagner nos usagers à choisir la bonne et à cogner à la bonne porte. En bas à droite, c'est Clic Santé en est un aussi, et effectivement, les CLSC, les pharmacies, les médecins de famille et les cliniques médicales. Je vous donne quelques versions. Là, on y arrive, on fait la grande promotion du RVSQ, qui est un outil super puissant, mais qui, en soi, nous navigue effectivement vers plus une consultation médicale et qui n'a pas la puissance d'un fil de pertinence que l'on recherche avec certaines modalités qui sont en développement. Je vous donne l'exemple de mon médecin de famille ici, Dr Legrand, qui n'est pas dans la salle. Donc, si on clique sur une urgence mineure, on voit quand même qu'il y a des développements. Il y a une définition qui se dit que ça nécessite une consultation médicale.
mais c'est sûr qu'il y a des travaux qui sont en cours à s'assurer que ça suit la cadence du plein champ de pratique des professionnels, mais ils ne se retrouvent pas dans la plateforme. Donc, encore une fois, c'est un message pas contradictoire, mais qui vient amplifier la discussion de quel accès privilégié. Je vous en ajoute, il y en a de plus en plus. On arrive au 8.1 option 3, c'est parfait, on a de la publicité, mais qu'est-ce qu'il y en a à faire quand on a un 8.1 option 1, option 2? Et là vient s'ajouter la ligne pédiatrique qui a amené un accès fort intéressant en crise pédiatrique. Mais là, il y a comme une nuance, c'est 8.1 option 1, mais là, si vous avez 0-17 ans, puis que c'est aigu, puis il va y avoir un rendez-vous, probablement, peut-être, mais si vous êtes adulte, dépendant de la région, fait que vous savez où on s'en va, j'ai l'usager en tête, je suis usagère, je suis citoyenne, je suis mère de famille, je suis proche aidante, c'est pas facile. Ça continue. On a besoin qu'ils s'inscrivent au GAMEF. Il faut faire la publicité du GAMEF, le guichet d'accès aux médecins de famille. On les accompagne. La version à la droite, c'est notre version finale en Outaouais pour essayer de simplifier les choses. On la teste, on commence à avoir du feedback, des audits. On essaie de beaucoup. On a un fort achalandage. Nous aussi, on est en manque d'effectifs. On travaille sur le en amont à. Donc, pour nous, ça a été beaucoup la vision en communication et à l'accès. En amont aux urgences, allez vous présenter à X. En amont même au GAP, parce qu'on vit un fort achalandage avec le déploiement du GAP, les lettres qu'ils ont reçues, c'est devenu la réponse à tout. Et on n'y arrive pas à répondre à cette forte demande-là. Et effectivement, les points d'accès de services à l'interne et à l'externe sont accessibles par le patient lui-même. Il faut les mettre à contribution, il faut les promouvoir. Donc, il y a aussi effectivement là, des points d'accès en amont au GAP. Et pour nos patients inscrits, il y a différentes modalités qui sont mises en place. Certaines agentes admin ont des outils papier, des développements de modalités intelligence artificielle pour faire aider les agentes admin à faire un tri. On a eu des programmes avec nos infirmières cliniciennes en GMF pour contribuer à aider à l'accès à la pertinence. Écoute, la panoplie, elle est immense, mais on aime aussi aider les cliniques à dire, écoutez, en amont à l'appel à la clinique, s'il vous plaît, consultez à l'externe, en communauté et mettre à profit les autres professionnels. C'est quand même compliqué, mais c'est le plus simple qu'on a pu l'aborder. Ça, c'est un copier-coller, sauf pour le mot intervenant, de ce qui se retrouve sur le site quand on regarde c'est quoi 8.1. Je pense que vous le connaissez assez bien. La grande, je l'ai mis en rouge pour amener une certaine attention, c'est effectivement la différence, c'est que le 8.1, option 2, option 3 sont gérés régionalement, tant au niveau de la gestion que les intervenants, et le 8.1 Info Santé est provincial. Et vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec l'idée qu'on amène. Donc, la mise en commun, pourquoi le temporel, le géographique, l'organisationnel, le why here, le why now, je m'excuse, je suis bilingue, fait que des fois, je vais sauter dans des mots anglophones. Bien, on est dans une réalité nous a été présentée. On a des succès de la régionalisation de l'info sociale, du GAP, pour ceux qui sont fort impliqués en réorientation des urgences vers les cliniques ou d'autres professionnels. Et antérieurement, avec la centrale COVID, tout dépend, je ne sais pas comment ça s'est vécu chez vous, mais chez nous, ça a été un succès aussi. On est en période post-déploiement du GAP, on l'a nommé, mes collègues l'ont nommé tantôt, les panneaux aussi au courant de la journée. Et aussi, on est dans une post-décision du ministère de pérenniser le 8.1, option 1, la CCI, la centrale Un appel, un service, la ligne pédiatrique que je vous mentionne. Donc, il va passer par le biais d'une évaluation provinciale. La non-régionalisation du 8.1, option 1 et de la CCI, pour nous, ce qu'on a vécu, c'est un accès, une certaine prise de rendez-vous, mais aussi certains impacts négatifs parce qu'on a une immense présence terrain en leadership de première ligne en Outaouais, par la DSP, par la DSMC, par le DRMG, puis avec nos partenaires, qu'on n'a pas pu absorber la CCI par manque d'effectifs chez nous lors de son déploiement. Donc, c'est une équipe provinciale et donc on n'a pas cette capacité du terrain à faire de la rétroaction. Là, mon courriel est ouvert 24/7. Les cas, les fausses balles, qu'on les nomme, ils se retrouvent dans nos boîtes de courriel. On les analyse et on travaille dans ce lien de confiance avec nos médecins, nos pharmacies communautaires pour y amener un changement. Il y a un épuisement du réseau, je pense que vous le connaissez tous bien. Il y a une sursollicitation, notamment envers les médecins, augmenter leur offre de rendez-vous. Je pense qu'on le sait assez bien, une surcroît de demande ne devrait pas équivaloir nécessairement à une augmentation en offre de rendez-vous. On revient à la pertinence. La suroffre n'équivaut pas à un maintien de la pertinence et de la qualité. Puis les multiples sources, là, puis je regarde mes collègues qui travaillent au ministère, on sait qu'on demande, puis il y a déjà des travaux en cours pour simplifier le type de plage qu'on ouvre dans nos horaires tout en gardant l'autonomie de la gestion dans la clinique elle-même. Mais
les patients, les demandes de rendez-vous viennent de partout, là. Fait que là, on demande via RVSQ l'appel de l'usager à la clinique à 8 h le matin, peut-être à 5 h p.m., les réaux des urgences. Nous, on a un tableau de débordement. Fait qu'il y a aussi un accès de Teams qui doit être fait par la gestionnaire, le GAP, le projet de régulation qu'on a entendu parler tantôt, qui va venir se greffer dans les plages de rendez-vous aussi, la CCI, la Réopède. Écoute, il en reste encore. Le fil de pertinence est recherché partout. Je pense que je peux sauter ce point-là. Écoute, puis là, on est en grande mobilisation. Vous êtes là pour ça. Je suis là pour ça. C'est le temps de le faire. On a l'accès à la pertinence. On a une acceptation, une promotion du plein champ de pratique des professionnels. Ça n'a pas toujours été le cas. On entend même des fois mes collègues en Ontario, au niveau des médecins de famille, les pharmaciens. Attends, watch out, qu'est-ce qui arrive? Ils s'en viennent dans mon carré de sable. Je travaille en Ontario, fait que je me donne le droit de le faire, de le dire. Puis on est à la recherche d'outils, c'est ce qu'on entend du terrain. Comment j'arrive à avoir un fil de pertinence pour mes patients inscrits pour dégager de la capacité? Parce qu'une fois qu'il y a le rendez-vous médical, bonne chance à essayer de l'enlever. C'est un immense morceau de pédagogie. Ce rendez-vous-là a été précieux. Il y en a certains qui vont comprendre à niveau du professionnel, mais vous l'avez déjà octroyé, là, vous devez le retirer. Et là, ça devient un peu un bargaining. Donc, il y a un grand élément de pédagogie, fait qu'il faut l'attraper en amont de la prise du rendez-vous. Puis effectivement, on est dans une instance parce qu'on a peu d'effectifs, on est capable de mieux faire et de faire différemment avec ce que l'on a. C'est un changement de culture de consommation pour les soins de la population. Il y a de forts outils, de fortes initiatives, comme mon collègue l'a mentionné, mais ça nécessite un accompagnement, là. Vous faites de la gestion de changement dans vos établissements, dans vos organismes, ça prend un certain temps, ça prend un accompagnement. Il faut absolument simplifier. Vous avez vu avec mes images en début, il faut simplifier, il faut éviter les doublons, les redirections d'appels. Si on finit par appeler au 811 Info Santé qui vous dit d'appeler au GAP le matin, qui vous dit d'appeler un plus tard où on va vous rappeler, qui vous dit finalement, on n'a pas un mécanisme de prendre un rendez-vous avec votre pharmacien communautaire, allez à votre pharmacien communautaire. L'usager là-dedans, il a cogné à tellement de portes et tellement d'appels et il se répète dans son histoire. On a parlé de la transmission des informations qui est fort importante. Il risque d'avoir une inéquité d'accès, puis celui-là, je n'irai pas dans le détail, mais vis-à-vis, c'est quoi le service de première ligne qui est offert aux non-inscrits, aux inscrits dans le contexte actuel, et aussi en accès de pertinence. Moi, je baigne tellement dans la pertinence que quand je suis dans mon bureau et je vois un patient qui aurait été probablement mieux desservi par ma nutritionniste, je me dis, qu'est-ce que je fais? Il est là, il est dans mon rendez-vous, j'ai 15 minutes, qu'est-ce que je peux lui donner? J'essaie de l'outiller, puis je le réfère à ma nutritionniste. Mais vraiment, honnêtement, il aurait dû être là avant. Puis là, je me demande quel patient que j'aurais pu voir où est-ce que mon champ de pratique aurait été le meilleur. Les heures défavorables, ce n'est pas facile. Nos services ne sont pas en mesure de le... On entendait une usagère partenaire juste hier dans le GAP discuter que d'un GAP à l'autre, bien, il y en a qui sont fermés le week-end, il y en a qui sont ouverts 7 jours sur 7, les heures varient. Donc, une inéquité là aussi. Le 811 est ouvert 24/7. On n'a pas pu assurer le 24/7 par le GAP, l'ancienne centrale COVID, les cliniques, les GMF, la majorité des autres services, sauf si on est à Info Social ou des gardes pour des patients vulnérables. Je ne veux pas que vous le voyiez, c'est compliqué. C'est des organigrammes de nos divers CIS. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens savent à qui escalader et déescalader. C'est impossible, on n'est pas pareil, c'est correct, on a nos particularités, mais il faut se rapprocher. Les intervenants avec qui on travaille, on a parlé beaucoup des usagers, mais c'est sûr qu'aussi les intervenants se méritent d'avoir cette confiance, ce soutien, cette valorisation, la reconnaissance, puis le pouvoir d'influencer dans cette escalade d'escalade. Les offres de services, ça nécessite une connaissance fine pour mieux répondre aux besoins. On peut les outiller, on peut leur donner des bottins de service et essayer de les garder à jour, mais c'est vraiment le mettre en application jour après jour après jour, où est-ce que là, la fine connaissance et le maintien pour répondre aux besoins en temps réel, et on pourrait se le dire que ça devient aussi plus efficient dans la visite en tant que telle. On a des démonstrations de succès de la cogestion de première ligne par région sur lesquelles on peut s'appuyer, que ce soit DSP, DRMG, DSMC, les médecins responsables des GMF, le GAP, les REO, comme j'ai nommé, les CRSP au niveau des pharmaciens et les autres professionnels. On est en amélioration constante, puis on contribue et on mobilise le terrain. Le terrain a besoin d'être mobilisé. Ça ne se fait pas par des outils informatiques, ça se fait par le contact humain et ça se fait par des relations humaines à proximité d'eux autres. Je pense que j'ai déjà assez dit escalade, déescalade, vous le comprenez, mais ça se fait dans un lien de confiance puis d'accessibilité aux instances de leadership. Je vous ai mis le petit organigramme ministériel là, ça varie d'une région à l'autre, mais je pense qu'on comprend. C'est vraiment la clé du succès d'amélioration constante, de durabilité et de la mobilisation de tous. Puis ça l'inclut jusqu'à la secrétaire que l'agent admin.
La proposition, c'est un 811 Info Santé. On me permet de vous le proposer, mais je garderai les principes et les valeurs que vous avez tous dans la réflexion parce que probablement qu'il y en a d'autres solutions, mais je vous propose celle-ci. Peu importe la localité de l'infirmière du 811 Info Santé, on peut considérer l'organisation des effectifs des tâches nursing pour répondre à une ou deux régions qui lui sont assignées. Présentement, elle répond à séquence. Là, la prochaine, fait que je suis en Outaouais, ça pourrait être une infirmière de l'Abitibi, ça pourrait être une infirmière de Sherbrooke. Ce qui est intéressant, c'est que ce que j'entends sur le terrain par les infirmières du 811, c'est que si elle est en Outaouais puis elle a un patient de l'Outaouais et qu'elle est contente. Là, elle se sent là, bien positionnée, avec sa fine connaissance qu'elle a parce qu'elle y habite, mais aussi elle y contribue. On pourrait peut-être jumeler des régions ensemble, je n'en nomme deux, qui sont semblables, ou est-ce que là, par manque d'effectifs de couverture 24/7, on pourrait mettre deux régions ensemble qui se rapprochent en temps d'équipe. On pourrait regarder à le mapper aussi par une identification de 1 à 2 régions comme caseload par infirmière. Donc, l'appel rentre et si c'est un appel Outaouais, bien, il va à l'infirmière qui est taguée Outaouais en premier lieu ou avec sa région jumelle. Les liens et collaboration étroites dans les équipes, c'est absolument requis, mais on a des structures où est-ce que c'est déjà en place. Il y a déjà des expériences qui sont existantes, puis je ne suis pas une experte du 811, puis je regarde, je sais qu'il y a des gestionnaires, donc je le partage l'information, mais il y a des expériences existantes dans les débordements en lien avec les lignes partenaires. Donc, c'est sûr qu'avec la paramédecine, les policiers, il y a quand même des bascules qui se font à l'interne du 811 qui viennent dans la région du patient. Puis, effectivement, il y a des opportunités, des liens entre InfoSanté, le GAP, les équipes de soutien de première ligne, la gouvernance d'accès qui sont déjà existantes, donc pour lesquelles on pourrait greffer l'initiative. Le lieu physique, je pense que tout le monde se connaît. On est super heureux de se voir en personne. Là, on se touche le visage, on est 3D, on est plus grand, plus court qu'on avait imaginé dans les derniers 3 ans. C'est important, le contact physique, mais en même temps, on s'est adapté avec d'autres modalités. Puis donc, je pense que le lieu physique en tant que tel de l'infirmière, c'est une région qui est beaucoup avec sous-effectif. On pourrait s'adapter quand même avec une région qui est plus éloignée. Les gains anticipés, puis j'achève, je pense que j'achève, je vais aller plus rapidement, sans parler trop vite parce que j'ai tendance à le faire, mais je pense que vous le voyez. Pour l'usager, là, c'est la simplification des accès, c'est une porte d'entrée. Le 811 est là pour rester. Il est là, il est durable. Il s'en va nulle part. Il existe dans les autres provinces. D'autres lignes téléphoniques qu'on crée comme un ajout, un accès de plus, risquent de disparaître et risquent d'apporter à la confusion. Fait que quoi de mieux que se reposer sur une instance qui est déjà existante? On simplifie, il appelle pour ses conseils, il y a une orientation locale en temps réel, il y a une réponse plus spécifique à ses besoins grâce à une meilleure connaissance de l'offre régionale, c'est un accès équitable aux orientations locales à leur proximité, donc le non-inscrit qui passe par le GAP et l'inscrit, ou le non-inscrit qui passe par InfoSanté reçoit la même information. On espère que ça augmenterait la satisfaction puis le niveau de confiance envers le 811. Dans mes promotions du 811, je fais face aux médias à dire « ben oui, mais ils disent tout le temps d'aller à l'urgence ». Mais c'est pas vrai. Si on se base sur des données, des statistiques, c'est absolument pas vrai. La grande majorité sont gérées par le 811 InfoSanté et une minorité sont envoyées à l'urgence. On a une capacité de feedback, d'escalade pour l'usager. L'usager qui appelle au provincial, je ne sais pas ça serait quoi la cascade d'escalade, mais c'est sûr que c'est son pharmacien, ou là j'en nomme un, là, je ne vise pas les pharmaciens, mais si par exemple le professionnel n'a pas livré dans l'orientation, je ne pense pas qu'on va l'entendre au 811, puis je ne pense pas qu'on va l'entendre dans la région où se retrouve ce professionnel-là. Et vice-versa, si le 811 a envoyé quelqu'un vers le professionnel qui aurait dû être dirigé ailleurs, si c'est dans l'instance présente de l'InfoSanté provinciale, je ne crois pas que ça va se rendre. En tout cas, ça ne s'est pas rendu chez nous dans les derniers 3 ans. Sauf par la CCI. Le terrain m'informe si la CCI n'a pas orienté vers le bon professionnel. Puis la capacité 24/7 en heure défavorable pour avoir un service qui est similaire au GAP. Pour les infirmières du 811, je me mets dans leur pli, je me dis, mais ça valorise leur service, c'est une pleine connaissance des régions assignées, il y a un lien de confiance, soutien qui s'établit avec l'équipe qui est plus petite et un pouvoir d'influencer une satisfaction de leur travail, une collaboration avec les équipes régionales. J'ai déjà parlé de l'acquisition, de la connaissance fine des services et des mécanismes de fonctionnement qui sont à mieux répondre aux besoins en temps réel. Puis on va se rappeler, les mécanismes d'accès, les services ne sont pas copie conforme dans chaque région, ils sont adaptés et sont évolutifs. Donc, on va être en constante mouvante. Même chose pour la capacité d'escalade. Et pour le réseau, bien, on optimise une ressource qui est déjà en place en rehaussant InfoSanté, on n'invente rien de nouveau. On contribue à maintenir la crédibilité des processus, des collaborations régionales déjà existantes. On simplifie les communications et le soutien à la population.
Et on contribue au mapping. Donc, c'est sûr que tout appel qui rentre, on est en mesure de le peaufiner, de le suivre, de l'analyser et de contribuer aux trajectoires qui fait un arrimage et qui vient nourrir le gap numérique qui est en développement, qui vient aussi supporter les GMF, les cliniques, les pharmacies, les partenaires communautaires, parce qu'on veut tous porter le même message, puis la même orientation, puis connaître les mêmes trajectoires pour porter le même message à l'usager et à la société. Et l'arrimage au programme et au projet du ministère qui viennent s'installer dans la région pour répondre à leurs besoins. Le fit de pertinence est assuré en amont à la prise du rendez-vous. On maximise les offres de services et les contributions de tous les professionnels dès le premier appel, si l'appel se fait à 8h01. On pense qu'on va réduire les visites aux urgences parce que le besoin va être répondu en temps réel. On réduit les multiples relances vers divers points d'accès de l'usager, la capacité de feedback, l'escalade, la gestion de proximité à mise à profit. On a une couverture 24/7. On a des indicateurs de performance et on a aussi des indicateurs qui peuvent nous nourrir avec nos partenaires pour avoir des trajectoires qui sont développées. Et on a le 811 qui devient un contributeur d'un réseau sentinelle d'enjeux de trajectoire de ces régions. Certainement qu'il pourrait y avoir d'autres défis, mais là, je vais arrêter de parler. Mais c'est clair que si on déploie en région pilote ou s'il y a une nécessité de diriger un appel entrant, bien, il faut que tous soient au rendez-vous. Il faut qu'on soit capable de faire du geolocalization des appels pour que ça se fasse directement, parce qu'on ne va pas avoir un appel 811, option 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis, au niveau du RH, il faut assurer une couverture 24/7. Moi, je pense que si on le fait, le changement, on va pouvoir recruter et retenir notre personnel, mais ça, c'est une hypothèse, et assurer que la nouvelle offre, effectivement, répond à la demande, mais qu'elle ne crée pas un engorgement quelque part qu'on n'est pas capable d'adresser, donc une augmentation de délai de réponse aux appels qui vient nuire effectivement au projet en soi. C'est ça. Désolée, j'ai parlé longtemps. Je recule. Ils ont bien joué leur coup, en s'avançant comme ça. Je pouvais moins leur faire le signal de « il reste 2 minutes ». J'ai vu ça, oui. Désolée. Donc, maintenant que nous avons entendu des idées à discuter, j'inviterais Serge Dulude à se prononcer. Serge, de ton expérience et avec un regard porté vers le futur, ta réaction face à ce besoin, mais également à ces quelques idées. Oui, bonjour tout le monde. La journée avance et des discussions qui sont quand même assez sérieuses. Fait que je vais essayer de vous faire rire un petit peu. Vous souvenez-vous des annonces avec Norman Brathwaite de Renault Dépôt qui disait « Si ça se fait, si ça se trouve, entrez, on l'a. » Alors moi, j'ai le goût de vous dire, si vous avez une clinique à construire, si vous avez une problématique organisationnelle, venez nous voir, achetez plaquettes, on a la solution. Bon, plug commercial. Je fais un coming out. Moi, je souffre de personnalités multiples. Je suis directeur des affaires médicales chez Plaquettes depuis 13 mois, mais j'ai aussi été pendant 30 ans impliqué à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, des années 80 comme simple substitut délégué pour être de 2008 à 2018 directeur de la planification et de la régionalisation, ce dont je suis très fier. Et pendant ce travail-là, j'ai travaillé, puis Marianne Casavant est dans la salle. On travaillait avec des gens du ministère et ça a toujours été un plaisir et on a fait de bien belles choses. Et, petit moment émotif, Emmanuel, moi aussi j'ai eu quelques sourcillements ce matin lors des présentations. J'ai eu le grand plaisir aussi d'être le premier chef du DRMG de Montréal de 2000 à 2008 avec David Levine. On a fait des belles choses. C'était la commission Claire, Solutions émergentes, les GMF, c'était le départ de tout ça, ça foisonnait. Et à l'automne 2021, j'ai eu le plaisir de travailler avec les gens du ministère comme médecin conseil, entre autres pour donner un petit peu un tour de roue là, sur les patients orphelins, l'accès adapté. Mais celui qui est devant vous là, présentement, c'est surtout le médecin de famille avec tous ses chapeaux.
Si je reviens sur ce qui a été présenté, Dr. Bergeron et Martin, Vincent, Emmanuel, quelques points. Le GAP, Éric Lavoie, Bas-Saint-Laurent, démonstration faite, une consultation, une demande sur 2 a été faite auprès d'un médecin, donc 1 sur 2, non. Et j'ai bien noté, 1 sur 3 n'a pas eu de besoin de référence auprès d'un professionnel de la santé. C'est quand même pas rien, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Au niveau des patients inscrits, il y en a 6,3 millions sur 8,3 qui sont inscrits. Il y en avait 1 million sur le GACO. Oh, j'ai oublié, oh mon Dieu Seigneur, j'ai travaillé pendant 2 ans à l'équipe de première ligne à la direction des services professionnels de l'Ouest de l'île en pleine pandémie. Je travaillais autant là que je travaillais comme directeur à la fédération. Et donc, je reviens à la notion là, du GAP. Là. Il y en a eu la moitié avec l'inscription de groupe. Il en reste une moitié, 600 000. Et il y en a un 900 000 qui sont non inscrits puis qui ne sont même pas non plus au GACO. Monsieur Dr. Bergeron parlait aussi de l'auto-soin. Je retiens aussi de Martin la notion des données, l'importance des données, de la collaboration interprofessionnelle. Le citoyen maître d'œuvre de son état de santé au cœur de toute cette dynamique, l'infirmière dédiée, le 811. Moi, je vais ajouter quelques éléments juste pour corser la discussion. 50% du budget de l'État va à la santé, puis quelque chose comme à peu près 30%, c'est l'éducation. Alors, le reste va pour le transport, la culture, le tourisme, etc. C'est incroyable. Et la population vieillit. Ce matin, quelqu'un semblait signifier que ce n'était pas si important que ça, le vieillissement de la population. Moi, j'étais un cycliste du 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie, puis la 3e année, je me suis pété une hernie discale, ce qui a scrappé mon 1000 km. Alors, comme quelqu'un m'a déjà dit, quand la garantie est finie, les ratules commencent à sortir. Puis ça, en général, ça vient un petit peu avec l'âge. Autre chose qu'on a entendu ce matin, c'est la pandémie de la qualité de vie. Bien, pour moi, ce n'est pas une pandémie, c'est une réalité et nous devons composer avec ça. Il en reste pas moins qu'il y a une grande pénurie de personnel. Il s'agit de se promener là, à vélo, faisant une marche, en auto, puis on voit nous embauchons, nous embauchons, nous embauchons. Il y en a une pénurie et j'ai un grand capital de sympathie pour la pénurie des infirmières, puis aussi les gens qui sont dans l'éducation. Puis, il y a un élément que j'aimerais ajouter, c'est les changements climatiques, puis je vais revenir tantôt. Maintenant, l'introduction est finie. Ce que je pense de tout ça, on pourrait dire que c'est apocalyptique. Moi, je suis optimiste face à tout ça. Puis je vais vous dire, nous, on est tous des gestionnaires, cliniciens, chercheurs. On peut avoir l'idée que, maudit que ça va mal. Mais non. Tout ne va pas mal en santé. Ce n'est pas le verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, je trouve que le verre, il est aux 3/4 plein. Qu'est-ce qu'on fait avec le 4e quart? Fait que, il se fait des choses depuis plusieurs années, mais nous devons continuer à penser à qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis pourquoi je pense que ça va aller mieux? Bien, parce que je pense qu'on n'a pas le choix. Je vais juste vous parler du budget de la santé. Là, ça ne peut pas continuer, on ne peut pas continuer à aller plus loin que ça. Alors, il faut être imaginatif. Et en même temps, pensons à la pandémie. Tout ce qu'on a fait dans l'espace d'à peu près 2 mois, on a changé nos GMF d'approche patient inscrit en approche populationnelle, on a changé la clientèle desservie, moi j'étais au CIUS de l'Ouest de l'île, on a parti les cliniques chaudes, on a parti les centres de dépistage, on a parti les cliniques
populationnelle pédiatrique. C'est incroyable. Télémédecine. En l'espace de 2 mois, on faisait de la télémédecine. S'il n'y avait pas eu la pandémie, moi, je suis prêt à vous gager un gros montant d'argent qu'on sera encore en comité en train de penser si c'était une bonne idée, la télémédecine. Fait que quand on veut être agile, quand on veut bouger, on bouge. Et là, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais il y a une espèce de lourdeur dans toutes nos organisations et on doit adresser cette lourdeur-là. Le 1 million de patients qui étaient sur le GACO, bon, les gens aimeraient ça avoir un médecin de famille, on n'en est pas là pour tout le monde. Les gens sont virés de bord, les parties négociantes ont discuté et il y a eu la notion de l'inscription de groupe. Pouf! Dans l'espace de moins d'1 an, il y a eu 500 000 patients qui ont été inscrits en approche de groupe. Moi, le slogan que je nous propose aujourd'hui, c'est « Soyons audacieux ». Et si vous prenez le petit Larousse, je me suis pris quelques notes, quelqu'un qui est audacieux, c'est quelqu'un qui est courageux, décidé, énergique, hardi, résolu, osé, effronté. Alors, soyons audacieux. Maintenant, quelques pistes de solutions, je dis solutions, mais réflexion entre nous pour rejoindre ce que les gens, le ministère, Martin, le Dr Bergeron, le souci du patient, du citoyen, et aussi le patient qui ne se retrouve pas dans le réseau. Alors, moi, j'ai bien aimé quand Vincent disait être en amont. Oups, 3 minutes. 3 minutes. OK. J'annonce. Alors, je fais un blitz de solutions. Là. 1, ça fait des années qu'on se dit qu'il faudrait agir au niveau de la prévention. Bien, je pense qu'il est temps de le regarder comme il faut dans le budget de la santé. D'y aller avant la maladie, avant le curatif. Moi, quand je vois là, dans mon quartier là, les petits jeunes qui se promènent en trottinette électrique, puis dans leur petit Jeep électrique, qu'il y a des problèmes d'obésité, c'est incroyable. Fait qu'il faut vraiment mettre un accent sur la prévention. Je pense que l'intelligence artificielle va aider là-dedans, puis il faut outiller les patients. Quand tu dis, Vincent, l'auto-soin, M. Bergeron parlait de ça aussi, j'ai l'impression, j'ai la conviction, malgré les craintes qu'on peut avoir, qu'à quelque part, l'intelligence artificielle pourra nous permettre d'outiller le citoyen, le patient, puis d'éliminer le réflexe, là, quand ça ne va pas bien, « Ah, j'ai un malaise, je vais aller voir mon docteur. » Mais non. Peut-être que je n'ai pas besoin de voir mon docteur, peut-être que je n'ai pas besoin de voir personne, peut-être que si j'ai les outils, je vais être capable. Une consultation, une demande sur 3 dans le GAP n'avait pas besoin de référence. Il faut absolument élargir les services du GAP. Tu le mentionnais un petit peu. Actuellement, c'est pour les patients là, qui sont orphelins. Alors, est-ce que c'est via Info Santé, Urgence Santé, la ligne 811? Moi, je rêverais qu'il puisse y avoir même un GAP dans chacun des GMF sans trop pomper d'énergie au niveau du personnel. Est-ce que ça peut être, par exemple, une infirmière qui est partie à la retraite? Est-ce que ça peut être l'intelligence artificielle? Je suis convaincu que là aussi, ça peut exister. Je suis aussi persuadé, puis je me sens confortable de le mentionner, qu'il est temps de réfléchir à moderniser le mode de rémunération des médecins de famille. La rémunération à l'acte, on le sait depuis plusieurs décennies, se conjugue très mal avec l'interprofessionnalisme. C'est ce qu'on appelle, nous, les docteurs, le lui-même. Actuellement, il y a à peu près 25 de la rémunération des médecins qui c'est une forme de capitation, c'est l'inscription, mais il faudrait faire une bascule. C'est-tu 75 80 100 En Ontario, ils sont à peu près à 80 avec les Family Health Group, organisations, puis les Health Teams. Puis le 10-15 qui reste, c'est pour des actes, là, des procédures comme telles. J'ai la certitude
que c'est la voie à suivre. Puis je vous dirais même que je suis convaincu que c'est un modèle qui plairait aux médecins de travailler. Puis d'ailleurs, regardez la popularité de l'inscription. Quand on parle d'inscription de groupe, bien, c'est une forme de capitation. On a beaucoup parlé de pertinence. Il y a l'IPAM, je pense que c'est demain matin qu'il y a une présentation de l'IPAM pour les spécialistes. Une dernière minute? Dernière minute, OK. Pourquoi pas un IPAM des médecins de famille? Pourquoi ne pas utiliser nos données dans nos dossiers médicaux électroniques? On fait toutes des prescriptions, mais on ne fait pas d'extraction de données. Et on pourrait évaluer la notion de pertinence. J'ajouterais même, pourquoi ne pas... Connaissez-vous des cliniques où on parle d'expérience patient? Quand le patient il sort de la clinique, voici un petit questionnaire où vous pouvez répondre en ligne, comment avez-vous aimé votre visite? J'en connais pas. Puis pourtant, quand vous allez au restaurant, à l'hôtel ou votre char, le lendemain, vous avez un courriel, comment est-ce que vous avez aimé vos services comme tel. Et l'expérience patient, pas juste pour celui qui sort de la clinique ou du GMF, tous les patients. Parce qu'il y a des patients qui auraient aimé ça nous voir, qui auraient dû nous voir, nous, les professionnels, pas juste les docteurs, qui n'ont pas pu nous voir. Puis on les échappe, ces patients-là, parce qu'ils ne vont pas tous à l'hôpital. Fait que cette notion d'expérience patient-là, je pense qu'elle serait très enrichissante. Je pense qu'on pourrait, sur ces bons mots, commencer la discussion avec la salle. J'aimerais beaucoup vous entendre. On a parlé d'énormément d'éléments qui nous ont été apportés, qui nous sont rapportés via les GAP, qui est notre preuve de concept de point de départ. Des idées nouvelles également, donc la responsabilité du patient. Moi, j'aimerais beaucoup savoir, pour débuter peut-être la discussion, Vincent, tu parles donc, dans le fond, la différence entre prendre le patient par la main, ne pas nécessairement le paternaliser, mais de l'autre côté, lui donner une certaine autonomisation. Mais le système, il est responsable de quoi et à quel endroit pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Je pense qu'on peut prendre par exemple l'exemple du 8.1, qui est un magnifique exemple. C'est parfait. On voit que la solution en plus est en train de rendre le système plus intelligent à fur et à mesure qu'elle est déployée. J'ai bien aimé, Emmanuel, la façon dont tu as été les dernières slides où effectivement tu montres que l'exercice même de trouver les parcours, ça permet à tout le monde de s'aligner. Donc ça, je pense qu'on a une très belle solution. Mais ça reste une solution où finalement le citoyen dépend d'une 8.1. Donc ça, c'est une chose. Donc il faut multiplier aussi les solutions, et il y en a, où le citoyen va lui-même être capable d'augmenter sa capacité à prendre des décisions éclairées. Et encore une fois, pas forcément par rapport à sa maladie, mais par rapport à son approche, à sa navigation. Et on en a déjà ces solutions-là. Donc elles sont déjà là. On a déjà des démonstrations très claires de ces éléments-là. Donc je pense qu'il faut... encore une fois, le problème, c'est qu'on est tout le temps dans une logique de prise en charge. Alors vous mettez tous dans une posture, et c'est très bonne intention, moi je trouve ça admirable, mais on se met toujours dans une posture où on a un système qui offre des services, puis on a l'impression qu'il faut qu'on offre tous les services possibles, puis qu'on réponde à tous les besoins en même temps, comme si c'était à sens unique. Mais c'est à double sens, et il faut absolument travailler là-dessus. Donc on parlait de prévention primaire, mais c'est la prévention primaire, c'est la prévention secondaire, c'est la prévention tertiaire, c'est tout le système citoyen. Il faut redonner la capacité aux personnes à prendre soin d'eux-mêmes. Sinon, on n'y arrivera pas. Le système, au bout d'un moment, là, de toute façon, on voit déjà qu'il est saturé. Donc, Juste avant que tu réagisses, Emmanuel, donc je vous ai invité en fait de manière indirecte. Maintenant, je le fais directement au niveau de la salle. Si vous souhaitez, si vous avez des questions à poser, je vous invite à vous présenter aux 2 micros et nous pourrons prendre les tours de parole. Emmanuel? J'aborde dans le même sens. On aurait un amont aux urgences, un amont au GAP, un amont au 8.1 Info Santé. Je pense que l'arrimage vis-à-vis la plateforme web qui est en développement, le GAP numérique en est un outil. Où est-ce qu'on peut le faire, avoir accès 24/7? Effectivement, il faut le bâtir, il faut le nourrir. J'irai encore plus loin sur quelque chose que je n'ai pas présenté. Je me demande, et je ne suis pas au niveau de l'enseignement au primaire, au secondaire, au cégep, mais j'ai vraiment l'impression, avec ma population 0-100 ans, qu'il y a un manque au niveau de l'enseignement de c'est quoi être en santé. On a amené beaucoup de pathologies. Chaque mot, chaque mal de ventre se mérite une investigation. Donc, on est hyper vigilant dans notre santé et nos soucis de santé. Et de l'autre part, je pense que tout ce que vous amenez, selon moi, devrait être enseigné
au primaire, au secondaire, sur comment naviguer le système et comment avoir cet auto-soin dès le jeune âge. 55% de la population atteinte par la maladie chronique, donc au moins 2 personnes sur 3 des enfants aujourd'hui, soit vont être proches aidants, soit vont être malades eux-mêmes. Il faut commencer au primaire. Exact. Effectivement, donc un topo qu'il faut prendre en charge dès maintenant. Monsieur dans la salle? Ça ne marche pas. Le micro, il marche. 1, 2, 3. Ah, OK. oui. Alors, j'aurais 3 choses à dire. Je suis médecin de famille à Sherbrooke, médecin GMF, je travaille à l'urgence, à l'hôpital et tout ça. Alors, j'ai quand même un vécu de quelques années derrière la cravate, même si je n'en ai pas. Écoutez, la première chose, c'est que je suis extrêmement inquiet de constater, en tout cas, qu'environ une centaine de cartes de médecins de famille, en résidence de médecins de famille, ne sont pas prises depuis les 7 à 8 dernières années. Ça peut représenter entre 400 et 800 000 patients qui ne sont pas pris. Hein? Je pense que c'est extrêmement significatif et inquiétant pour le renouvellement de la profession. Alors, le médecin de famille est important. La première ligne est là. Tous les autres professionnels sont alentour de nous, mais ça prend des médecins de famille. Alors, j'aimerais ça qu'il y ait des efforts importants pour comprendre ce qui se passe, bonifier les actions pour corriger, parce que ça me fait très, très peur. L'autre chose, c'est qu'à mon GMF, j'ai 2 IPS. J'ai apprécié beaucoup leur présence et tout ça. Et j'ai appris récemment qu'une quantité importante d'IPS travaillent dans le privé en plus de leurs actions en GMF. Et j'ai le malheur d'avoir appris il y a 2 semaines qu'un de mes IPS va s'en aller à temps plein avec TELUS, parce qu'il m'a dit, écoute, moi, je vais faire 160 $ de l'heure, plus que moi. Puis, fait que je m'en vais. Fait que même si j'ai une pénalité à payer pour mes 2 ans, blablabla, de boni, ça va être plus payant. Alors, j'en revenais pas, là. Alors, je pense que les médecins de famille, dans le réseau public, on n'a pas le droit de faire du privé et public en même temps. Je pense qu'il y a peut-être des choses à faire au ministère pour prendre des actions pour empêcher les IPS en quantité impressionnante, apparemment, à quitter le réseau ou à travailler ailleurs où on a des besoins. Alors, quand j'entends qu'on va faire des cliniques d'IPS qui fonctionnent, est-ce qu'on va avoir des IPS pour ces gens-là? La troisième chose, c'est la santé publique. Les GMF, on a beaucoup de patients inscrits. On a aussi beaucoup d'adresses courriels. Et quand j'entends la santé publique, Dr. Dulude en parler pour augmenter, on a vu ce qui s'est passé avec la santé publique, la quantité impressionnante de messages commerciaux, pas commerciaux, mais à la télévision, pour passer les messages. Alors, les GMF, on a ces adresses courriels-là. La santé publique a des choses à passer, puis on n'en profite pas. Je pense qu'on devrait utiliser tous les GMF pour faire justement de la bonne enseignement à toute notre clientèle, d'augmenter la littératie médicale à tout le monde et forcément, de là, diminuer les besoins inappropriés de consultation et tout ça. Alors, augmenter la qualité de connaissance, la littératie de nos patients. Alors, c'est une suggestion. Merci beaucoup. Avant d'aller vers le deuxième micro, je sens qu'il y a peut-être une réaction du côté de Vincent face à ce qui a été dit ici. Ou pas? Je peux y aller de mon côté. Vas-y. Moi, j'ai compris qu'en fait, pour parler au patient, rien de meilleur positionné que le patient lui-même. Donc, ça, c'est peut-être un élément que nous devons intégrer de plus en plus et que nous travaillons fort à intégrer, bien que ça peut être perçu comme étant pas simple. J'aimerais quand même peut-être juste amener au niveau des postes de médecins de famille qui ne sont pas pris, on a ici l'opportunité justement de dire, d'accord, pour les intéresser, les futurs médecins de famille, que dit cette nouvelle proposition-là qui, je vous le rappelle, on est en train de penser à pertinence, utilisation des données pour construire les bonnes trajectoires en s'outillant sur c'est quoi les besoins de notre population, plus de collaboration interprofessionnalisme, mais aussi se positionner autrement comme système. Donc, par rapport aux patients, nous ne sommes pas les experts forcément. Il est aussi lui-même expert de sa santé et de comment il souhaite se prendre en charge. Donc, tout ça, c'est du nouveau, dans le fond, autant pour la profession des médecins de famille, mais aussi pour l'ensemble du système. Je pitch l'idée, je lance l'idée. Je prends le micro et par la suite... Juste un point, D'accord, j'ai stimulé un petit peu, là. Un petit commentaire, c'est qu'effectivement, mais ce n'est pas une nouvelle réalité. Une grande majorité des décisions de soins sont déjà prises par la population chez eux, à la maison.
Donc, en fait, aujourd'hui, même, par exemple, les gens qui diraient, bah oui, mais ce discours-là, c'est de rajouter des responsabilités sur le dos des patients ou des citoyens. En fait, non, ce discours-là, c'est de donner aux citoyens et aux personnes la capacité à prendre soin d'eux-mêmes et à renforcer leur capacité à assumer des responsabilités qu'ils ont déjà. Et encore une fois, les propos qui sont amenés ici sont très bien, mais encore une fois, on est dans des optimisations de l'offre. 90% du discours ici est un discours d'optimisation de l'offre. Ce qui est très bien, encore une fois. J'ai-tu le droit de bondir sur la question de qu'est-ce qu'on fait pour l'attractivité et la valorisation de la médecine de famille? Donc là, C'était la question de monsieur, du docteur. Tout à fait. On va y aller du côté de Marcel et par la suite, je m'excuse, là, je vous nomme, vu qu'on se connaît. Marche-tu, ça? Allez-y. Oui. On peut parler de la valorisation, il n'y a aucun problème. Si tu veux répondre à la question, je ne suis pas pressé. Mais c'est ne serait-ce que de dire que un des autres chapeaux que je porte, c'est je co-préside le nouveau comité de valorisation de la médecine de famille pour le ministère. J'en ai fait dans mon mot tantôt, côté un petit peu plus émotion vis-à-vis ce matin. Mais effectivement, il est en déploiement. L'attention, elle est là. L'idée pour la valorisation, c'est sûr, il y a l'attractivité qui a été un grand travail et un plan d'action qui est déposé. Donc, tout le monde est au rendez-vous, les facultés, les milieux de stage, mais aussi la valorisation vient toucher de la faculté jusqu'à la rétention pré-retraite. Donc, le comité en tant que soi s'adresse et les partenaires nécessaires pour vraiment concerter les actions qui doivent être mises en place pour valoriser la médecine de famille et effectivement la première ligne qui vient s'y toucher de la faculté à la cessation de pratique. On va aller au micro et je vous reviens. Promis. Oui. Merci. Donc, Marcel Guilbeault, je suis chef du DRMG de l'Outaouais, je travaille en GMF et j'ai été avec Serge à la FMOQ, même avant, je pense qu'il arrive. Donc, deux choses. Premièrement, la prévention, effectivement, on n'en fait pas assez, puis on n'en fait tellement pas assez qu'il y a tellement d'argent qui est mis dans les publicités des fast-foods et tout ça. Puis là, on voit les publicités à la télévision, c'est des millions et des millions de dollars. Puis après ça, on a une publicité pour Ozempic, pour maigrir. C'est assez... puis je dis ça parce que ces patients-là, on les voit dans nos bureaux, puis ils veulent pas nécessairement changer leurs habitudes de vie, mais ils veulent avoir les médicaments qui font maigrir. Donc, je pense que si on veut s'en sortir, et puis Serge le dit, il faut aller vraiment dans la prévention, puis ça prendrait des pierres Lavoie là, un peu partout, dans chaque région, dans chaque RLS, pour justement faire la promotion dès le primaire, là, de la bonne alimentation, de l'exercice, de bouger. Puis, moi, j'ai l'impression, en tout cas dans les derniers mois, je ne sais pas si c'est pire là, depuis la pandémie, mais j'ai l'impression que je répète toujours les mêmes affaires, les habitudes de vie, les habitudes de vie, les habitudes de vie, c'est vraiment ça qui fait que ces patients-là. Puis on est rendu à... On cherche des moyens d'avoir donné accès pour justement aider les patients qui ne se sentent pas bien, mais il faut aller encore en amont, comme on l'a dit, de ça, avant qu'ils ne se sentent pas bien pour les faire améliorer leur habitude de vie dès le jeune âge. Deuxième chose que je voulais parler, c'est, étant à la FMOQ quand même depuis longtemps, au début, j'ai vécu quand même tous les changements au niveau de la rémunération et tout ça. Puis c'est sûr que la rémunération, puis on l'a toujours dit ou pensé comme ça à la Fédé, ça dicte un petit peu c'est qu'est-ce qu'on veut faire comme pratique ou où est-ce qu'on veut que la pratique aille. Puis c'est ça qui est arrivé, je pense qu'à un moment donné, on a dit, bien, on voudrait que les médecins inscrivent des patients, voient des patients, donc on va bonifier ça, on va bonifier, on va valoriser les cas de maladies pour essayer que ces patients malades-là soient plus vus, etc. Donc, on est parti de la rémunération pour un petit peu voir quel genre de pratique qu'on aimerait, mais je pense qu'on est rendu... Puis dans ce temps-là, c'était le médecin de famille qui était l'entrée de la première ligne. Je le sais, on a défendu ça pendant des années pour toutes sortes de raisons. Je pense qu'on ne savait pas ce que les autres faisaient, puis on ne se parlait pas autant qu'aujourd'hui. Heureusement, aujourd'hui, on a des belles équipes là, au ministère. Emmanuel en est la preuve aussi. On est dans l'Outaouais, les deux, puis on travaille tous ensemble, puis on voit les bénéfices qu'on recueille à travailler là, avec tous les professionnels, ensemble avec autant le ministère, la Fédé que les gens localement. Donc, on est dans une autre dynamique. Puis je pense qu'il faudrait prendre plusieurs pas de recul, puis regarder, dire, OK, quel genre, puis je pense que la Fédé aussi est en train de réfléchir à ça, quel genre de première ligne d'accès on veut avoir, puis comment, après ça, on la rémunère pour justement que tout le monde y trouve son compte,
puis que tous les patients soient bien, qu'il y ait un accès, pas 80, pas 60. Puis, contrairement à ce qu'on a vu ce matin, puis qu'Emmanuel a parlé de Gaëtan Barrette, qui, lui, y allait avec son coup de bâton pour qu'on inscrive plus de patients, pour qu'on envoie plus par jour, etc. Je pense qu'on est plus là, comment on fait pour tous travailler ensemble, puis comment axer justement la rémunération. Puis je pense que l'inscription collective, les GAP, nous amène à ça, dire comment on peut globalement dire on se met en groupe, on donne des soins à tout le monde, puis comment est-ce qu'on organise la rémunération par-dessus ça et non pas l'inverse. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, ce modèle-là de capitation qui doit en fait être une représentation de où on souhaite s'en aller comme vision pour la première ligne. Donc, ce n'est pas la réponse, mais c'est en soutien aux moyens que nous aurons mis en place. C'est un des moyens plutôt en soutien au modèle. Simplement pour vous dire, je prends 2 dernières interventions, donc Dr. Dulude et au micro. Nous avons déjà dépassé notre temps de 1 minute 24. Ça roule devant mes yeux. Alors, allons-y. J'aimerais ça revenir rapidement sur ce que c'était Dr. Marcoux sur la littératie tantôt. Littératie, expérience patient, ça rejoint par ailleurs la notion aussi de données qu'on a dans nos GMF. Tantôt, j'étais au panel de Mylène Breton sur la recherche en première ligne. Dans les années 80-90, on n'entendait pas parler de ça, recherche en médecine familiale. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, les jeunes médecins font une résidence en médecine familiale depuis plusieurs années, s'y intéressent beaucoup. Le docteur Marcoux a raison, puis Mylène aussi, puis je pense que via le levier des DRMG et des équipes première ligne dans les CIUS, on peut aller rejoindre les gens en GMF, puis il y a quelque chose de très intéressant et de stimulant à aller chercher de ce côté-là. Merci beaucoup. Donc, une dernière intervention avant de clore. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui. Premièrement, merci. C'est vraiment très, très intéressant, là, le panel. Moi, je m'appelle Samuel, je suis physiothérapeute. Je pratique pas loin de mon collègue qui a pris le micro ici. Là, je suis en GMF à Magog, donc on n'est pas loin. Et ce que je trouve inspirant un peu de ce qui sort d'aujourd'hui, 3 interventions sur 4 ont mentionné d'avoir une première ligne forte et interdisciplinaire, ce que je trouve essentiel. Puis je pense que là, on commence à le comprendre là, de manière assez évidente. Et la 4e intervention qui mettait le patient au centre de l'intervention, on vient finalement mettre une équipe qui est tout à fait optimale autour du patient. Il y a une phrase qui se dit en réadaptation que écoute ton patient, il va te dire son diagnostic, écoute-le vraiment et il va te dire comment le traiter. Fait on est un petit peu là-dedans, on a l'expertise, on a la connaissance, on est sur les terrains, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, mais je pense qu'on est vraiment dans une dynamique où le patient, il faut l'écouter, il va nous dire où est-ce qu'il veut s'en aller, et nous, on essaie de faire une structure autour de ça qui fait du sens. Donc, je voulais juste saluer là, toutes les petites mentions qui ont été faites autour du panel aujourd'hui, c'est vraiment super inspirant. Merci beaucoup. Merci énormément à nos panélistes, Dr. Dulude, Dr. Britton, M. Dumais, M. Fogg. Merci à vous à la salle. Au plaisir. Si vous souhaitez discuter, on va être encore ici quelques minutes. Rendez-vous au Salon des exposants pour le cocktail